Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30 jusqu'à 12h30, nous sommes ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment d'être avec nous. 0826 300 300, vous regardez l'actualité, vous la vivez. Vous réagissez sur l'antenne de Sud Radio, évidemment. Nous allons parler de la réforme des retraites. Pourquoi ? Bien parce qu'Elisabeth Borne reçoit les syndicats de salariés depuis 10h maintenant. Il est 10h30, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Nous verrons comment ça se passe. À 12h05 avec nous, François Omril, qui est le président de la CFE-CGC. Il est actuellement dans le bureau d'Elisabeth Borne. Et puis à 17h, c'est le patronat qui sera reçu. Demain, nouvelle mobilisation, manifestation et grève. Alors racontez-nous, comment allez-vous faire ? Est-ce que vous soutenez toujours cette lutte contre la réforme des retraites ou pas ? Est-ce que vous êtes là de tout ce qui se passe autour de cette réforme? Vous nous appelez 0826 300 300. Les politiques s'expriment aussi ce matin sur l'antenne de Sud Radio, et dans quelques minutes je vais recevoir Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime, et puis j'appellerai Bertrand Pancher, député de la Meuse, président du groupe Lyotte, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire. Tout à l'heure, entre 11h et 12h, débat. La femme et l'homme le plus riche du monde sont français. Doit-on être fier ? Est-ce le résultat de la vigueur de l'économie française ou bien est-ce un trompe-l'œil ? Nous en parlerons, nous ouvrirons le débat entre 11h et 12h. Donald Trump tend 34 chefs d'inculpation. Quels sont les chefs d'accusation ? Une justice politique, réplique Donald Trump. Explication tout à l'heure à 12h05. Dans quel monde vit-on avec vous, Félix Mathieu ? Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. C'est un drame aux circonstances bien étranges. Un agent de la SNCF est mort après quelques minutes, après avoir goûté un liquide dans un récipient abandonné en gare de Saint-Étienne. Oui, cet agent d'escale était en service lundi en début de soirée lorsque quelqu'un lui a remis un sac abandonné dans lequel se trouvaient 2 cubis en plastique. Le cheminot a porté un peu du liquide à ses lèvres pour voir ce que c'était. Il a alors été pris de convulsions et de vomissements avant de perdre connaissance un quart d'heure plus tard à l'arrivée du SAMU qui n'a pas pu le ranimer. Âgé de 41 ans, cet agent SNCF est mort peu après, des circonstances confirmées par la CGT Cheminot, syndicat dont il était membre. L'autopsie de ce père de 2 enfants est prévue aujourd'hui avec des analyses toxicologiques pour essayer de déterminer le contenu de ces récipients abandonnés. Personne, en tout cas, n'a été arrêté pour le moment. La vidéosurveillance de la gare va être exploitée pour tenter d'identifier la personne qui a abandonné ce paquet. Nous pensons à sa famille, ses proches, ses collègues endeuillés. A de son côté réagi sur Twitter Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Il est 10h33, merci d'être avec nous. Sébastien Jumel, bonjour. Bonjour. Député communiste de Seine-Maritime. Vous étiez à l'Élysée hier ? Oui, tout à fait, pour remettre solennellement une lettre au président de la République exigeant le retrait de la réforme des retraites parce qu'elle commet beaucoup de dégâts, qu'elle fracture le pays et qu'il y a, je crois, une fenêtre pour retrouver les voies de l'apaisement. Quelle réponse avez-vous reçue ? J'aurais été reçu poliment par le directeur de cabinet du président de la République qui était en partance pour Chine. Il nous a indiqué être conscient de l'épaisseur de la colère du peuple. Nous avons insisté pour dire qu'il n'y avait que 2 alternatives aujourd'hui. Le retrait du texte, ce que nous demandons avec les organisations syndicales rassemblées et qui le seront encore demain dans la rue, ou le retour au peuple, le référendum d'initiative partagée, pour sortir de cette crise par le haut. On ne peut pas gouverner la France seul contre tous, on ne peut pas gouverner la France contre elle-même. Sébastien Jumel, vous étiez bien seul à l'Élysée ? C'est une initiative qui avait été initiée par le groupe GDR à l'Assemblée nationale, le groupe communiste, avec les collègues du Sénat. Les collègues de Lyotte se sont joints à nous. Les collègues insoumis et socialistes avaient fait d'autres choix. Mais nous étions ensemble rassemblés l'après-midi et j'y étais présent moi-même pour plaider d'une même voix, de voix additionnées devant le Conseil constitutionnel pour demander la reconnaissance d'une loi hors la loi, la réforme des retraites, et pour plaider la nécessité d'un référendum d'initiative partagée.
Sébastien Jumel, que se passe-t-il à la NUPES? Que se passe-t-il? Écoutez, nous avons eu un séminaire intergroupe hier où nous nous sommes parlé franchement, nous sommes dit ce qui allait bien, nous sommes dit ce qu'il fallait corriger, continuer à apprendre à se connaître, à se respecter, à travailler ensemble, affirmer que nous étions riches de nos diversités et que c'est en additionnant nos différences qu'on crédibiliserait l'idée d'une alternative. Cette réunion à laquelle nous avons été nombreux à participer a été de bonne tenue, sans faux semblant, mais en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare. Vous avez entendu ce qu'a dit le patron des communistes, Fabien Roussel, sur la NUPES. Oui, il a indiqué vouloir dépasser la NUPES. Bon, je pense qu'il faudra continuer à discuter. Est-ce qu'il faut dépasser la NUPES? Non, mais il faut faire en sorte que le socle de rassemblement de gauche que représente la NUPES, nous puissions continuer à l'élargir pour gagner de nouveaux électeurs, pour crédibiliser l'alternative et se mettre en situation demain d'exercer le pouvoir. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est Macron ou la colère brune, et la responsabilité de la gauche, c'est d'incarner la capacité de la gauche à mettre en place un État qui protège, un État qui prend soin, un État qui réaffirme la présence de la République partout et pour tous. Et pour ça, nous avons encore du pain sur la planche. Mais quand vous entendez Mathilde Panot dire, je la cite, « Je ne suis pas d'accord pour qu'une députée qui a fait battre un membre de l'intergroupe de la NUPES siège dans le Parti Socialiste », elle fait allusion à Martine Froger, élue dans l'Ariège. Que répondez-vous? C'est LFI qui décide de qui siège dans le Parti Socialiste ou dans un autre parti? Bien sûr que non, et d'ailleurs on s'est dit ces choses-là franchement hier, et Olivier Faure a porté une parole, j'allais dire claire, indiquant que lorsqu'on était de gauche, on ne se trompait pas de camp, que quand on était de gauche, on ne stigmatisait pas le collègue de gauche d'en face, et il appartient au Parti Socialiste et au groupe socialiste de clarifier sa position. Il prendra le temps. Boris Vallaud a demandé à ce qu'il ait le temps, qu'il puisse faire ça sans pression. Je pense ça légitime. Moi, je confirme que toutes les forces de gauche avaient apporté leur soutien à Bénédicte Taurine. Force est de constater que les jeux de combines politiciennes... Vous parlez de combines politiciennes en Ariège, sur les électeurs. Est-ce que ce sont les électeurs qui tranchent ou la combine politicienne? C'est les électeurs qui tranchent toujours, Monsieur Bourdin, oui. Mais quelquefois ils sont floués par les combines politiciennes. Vous pensez que les électeurs de l'Ariège ont été floués? Je pense que lorsque vous avez la présidente Martine Froger est-elle une femme de gauche ou pas, à vos yeux? Je n'en sais rien, je ne la connais pas. Bon. Il faudra voir avec elle si elle a tiré tous les enseignements de ce qui a conduit la gauche à l'abîme, les renoncements sous François Hollande, les lois El Khomri, l'incapacité de la gauche lorsqu'elle est au pouvoir de mettre en place une politique de gauche. Et nous, quand on réfléchit à la manière d'incarner l'alternative, on se dit que la gauche doit renouer avec les milieux populaires, que la gauche doit renouer avec les territoires oubliés de la République, humiliés de la République en milieu urbain comme en milieu rural, et que la gauche, lorsqu'elle est aux responsabilités, ne doit pas faire l'inverse de ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Je crois que la crédibilité de notre capacité à faire face au macronisme dépend de cela. Bien, nous allons prendre Baptiste, qui est à Boulogne-Billancourt, qui est dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, ça va Baptiste? Vous êtes très bien. Responsable en communication. Que dites-vous à propos de la NUPES, qui est secouée effectivement par des tensions internes sérieuses entre d'un côté LFI et de l'autre les autres membres de la NUPES? Allez-y Baptiste. Je pense que vous allez un peu vite en besogne, Jean-Jacques. Elle est secouée. Oui. On a là une alliance politique. Moi, je me souviens de la création de la NUPES et je me souviens que dès le début, il y avait eu des discussions sur les sujets sur lesquels on est d'accord et sur lesquels on ne transigera pas, et les sujets qui restent ouverts au débat. Il y a des débats. Moi, je dirais que la NUPES, c'est un grand repas. On était à peu près d'accord sur les entrées et le plat principal.
Pour ce qui est du dessert, admettons que ce soit une banane flambée, tout le monde n'aime pas forcément ça, mais tout le monde va faire la cuillère de politesse et va jouer le jeu. Mais Baptiste, quand Fabien Roussel, et Sébastien Jumel est toujours avec nous, dit que la NUPES s'est dépassée, pardon, mais enfin c'est une tension, plus qu'une tension même. Alors, d'abord on a là à faire. Fabien Roussel, on a quand même là affaire, et je le dis avec beaucoup de respect, parce que pour moi, il a une place importante dans la NUPES, mais on a affaire à quelqu'un qui est un habitué de ce genre de petits mots, de petites phrases, de relancer les débats, etc. C'est pas ça, c'est ce qu'il pense. Certainement. Mais par exemple, moi, j'ai lu avec attention ce qu'a dit Marie-Georges Buffet, et elle me semble avoir une hauteur de vue et un regard porté vers l'avenir et vers un futur gouvernement de gauche qui me semble beaucoup plus intéressant que. Oui, enfin, c'est lui le patron du PC aujourd'hui, Baptiste. Bien sûr, Jean-Jacques, mais Fabien Roussel, il est un peu dans la position indélicate, si vous voulez, du scotch double face, c'est-à-dire qu'il est collé à la LFI, en même temps il est collé aux autres partis de gauche un peu plus, j'allais dire, pas forcément moins radicaux, mais un peu plus traditionnels, entre guillemets, et il est dans une position très inconfortable, qui est que pour exister, il faut qu'il s'exprime, il faut que parfois il rue un peu dans les brancards, mais Fabien Roussel, il faut pas qu'il oublie que c'est l'accord électoral qui a été décidé avec la NUPES, qui lui a permis d'avoir autant de députés à l'Assemblée nationale. Il faut juste le garder en tête, en fait. Dites-moi, et quand Bernard Cazeneuve déclare, c'était ce matin sur France Inter, à propos de LFI, on savait que c'était le parti de l'outrance, maintenant on sait que c'est le parti de l'insulte. Que dites-vous ? Ouais. Moi, je dis que j'ai été contacté par vous pour parler de la gauche, que Bernard Cazeneuve, ça fait longtemps qu'il est plus de gauche, tout ce qui est excessif est insignifiant. Par conséquent, les propos de Bernard Cazeneuve sont pour moi insignifiants. Insignifiants. Bernard Cazeneuve n'est plus de gauche, Carole Delga n'est plus de gauche, le maire de Montpellier n'est plus de gauche. Écoutez, Jean-Jacques, tous ces gens-là... disons clairement les choses, hein, vous savez que j'aime ça. Hein. Très bien, alors allons-y franchement, tous ces gens-là dînent très régulièrement avec François Hollande. François Hollande, moi j'avais voté pour lui en 2012, j'ai vu son quinquennat, j'ai vu la déchéance de nationalité, j'ai vu les lois Macron, j'ai vu les lois El Khomri. Non, en fait, que François Hollande a trahi la gauche pendant tout son quinquennat. Il y a guère que le mariage pour tous qui peut être mis à son crédit, et encore moi je le mettrais plutôt au crédit de Christiane Taubira. À part ça, il n'y a aucun marqueur de gauche, c'est un quinquennat qui est perdu pour la gauche, et c'est un quinquennat qui a fait beaucoup de mal à la gauche, parce que beaucoup de gens, notamment parmi les catégories populaires, se sont détournés de la gauche avec ce quinquennat et se sont tournés vers l'extrême droite. Donc non, Bernard Cazeneuve, Carole Delga et tous ces gens-là, ils ont de gauche que le nom. Pour moi, ils n'incarnent pas la gauche et ils n'incarnent pas l'avenir de la gauche. Merci beaucoup, Baptiste. Sébastien Jumel, commentaire sur ce que vient de dire Baptiste ? Je crois que vous avez un auditeur assez pertinent sur le fait que la NUP est un mouvement en construction, que se rassembler, ce n'est pas se ressembler en tout point, qu'il faut continuer à apprendre à vivre ensemble. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une volonté hégémonique de la part de la France insoumise ? Mais j'ai dit hier en participant à cet intergroupe que travailler ensemble, c'est considérer que sa parole n'engageait plus que soi-même et qu'il fallait donc être attentif à sa parole pour respecter l'autre. J'ai dit aussi que l'un des enjeux qui nous était posé à nous, c'était de ne pas jeter la NUP avec l'eau du bain, mais de ne pas se noyer dans le bain de la NUP. Autrement dit, considérer que le rassemblement est souhaité par le peuple de gauche et y tenir comme à la prunelle de nos yeux, mais considérer que tenir à ce rassemblement, ce n'est pas se dissoudre dans le rassemblement, donc c'est d'additionner nos forces, nos singularités, et que chacun doit le faire avec le souci non pas de se faire réussir soi-même, mais de faire réussir la France. Est-ce qu'aux européennes, il faut une liste communiste, Sébastien Jumel ? On a un congrès ce week-end, les communistes vont réfléchir ensemble à Marseille pendant 4 jours, et moi j'ai confiance dans la capacité... oui, d'accord, mais quelle est votre position ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas quelle sera la bonne... Non, mais quelle sera la solution ? Quelle sera la décision ? Vous ne le savez pas. Mais quelle est votre position ? Vous le savez, Sébastien Jumel, vous le savez. Et je n'ai pas d'opinion Vous n'avez aucune opinion là-dessus ? Je n'ai pas d'opinion forgée là-dessus. Je pense qu'il faudra que la gauche combative, la gauche qui ne renonce pas, la gauche qui réconcilie lutte des classes et lutte contre la fonte des glaces, soit en capacité d'incarner
un projet alternatif et de mettre l'accent sur ce qui la rassemble. Oui ou non, une liste communiste? Mais je viens de vous répondre. Non, vous pense ne m'avez pas répondu, Sébastien Jumel. Je n'ai pas d'opinion arrêtée, uniformée. Elle doit se faire dans l'élaboration collective. Bon, d'accord. Il est 10h45. Merci beaucoup. Merci, 11h moins le quart. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, je suis avec Bertrand Pancher, qui, lui, est le patron du groupe LIOT. LIOT, vous le savez, c'est ce groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Et Bertrand Pancher s'est exprimé devant le Conseil constitutionnel après avoir été auditionné par les sages sur son recours contre la réforme des retraites. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Journée de mobilisation, il y a encore des grèves ici ou là, et notamment dans le port de Fos-sur-Mer, sur le port de Fos-sur-Mer. Figurez-vous que 51 tankers pétroliers sont actuellement ancrés au large de Fos-sur-Mer, ne pouvant pas entrer dans le port de Fos-sur-Mer. Ces tankers pétroliers ne peuvent pas entrer parce qu'il y a grève sur le port, à l'initiative de la CGT. Moi, je veux bien des grèves. Je veux bien que le droit de grève soit parfaitement constitutionnel et qu'ils doivent être parfaitement respectés. Néanmoins, vous imaginez ces tankers, imaginez les armateurs, imaginez ceux qui attendent la réception des marchandises contenues, et notamment du pétrole contenu dans ces tankers. Où vont aller ces tankers la prochaine fois? Eh bien, dans d'autres ports, et non pas dans des ports français. Ils iront à Anvers, ils iront à Rotterdam, ils iront à Brême, ils iront à Hambourg, et sûrement pas dans les ports français. Alors, la grève, oui, mais parfois elle est contre-productive. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Vous nous dites 11e journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Félix Mathieu, la SNCF prévoit en moyenne 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2. Oui, un trafic en nette amélioration donc par rapport aux journées précédentes, y compris en Ile-de-France où le trafic sera quasi normal sur le RER B, où 3 trains sur 4 circuleront. C'est comme sur le RER A. Du côté des RER D, des intercités R et K, ils vont rester très perturbés, environ la moitié des trains annulés. Le trafic des intercités va être très perturbé aussi, avec seulement un quart des trains maintenus par rapport à d'habitude, aucun train de nuit. Enfin, les liaisons internationales Eurostar vers l'Angleterre et Thalys, ainsi que vers le Benelux, seront quasi normales. Bertrand Pancher, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, député de la Meuse, président du groupe LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Vous l'avez constaté comme moi, la mobilisation sera sans aucun doute forte dans les rues demain. Néanmoins, les grèves sont moindres, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de grèves et beaucoup moins de grévistes, Bertrand Pancher. Pourquoi? Oui, tout simplement parce que faire grève, ça coûte cher. C'est pas évident de se mobiliser comme ça toutes les semaines. Il y a un mouvement quand même très très important de rejet de cette réforme par l'opinion publique. C'est une forme de manifestation qui est utile et qui est importante, mais je rappelle, c'est quand même compliqué à mon avis de mobiliser comme ça toutes les semaines. Mais je parlais de ces tankers au large du port de Fos-sur-Mer qui iront dans d'autres ports. La grève est parfois peut coûter cher à l'économie française aussi, Bertrand Pancher. Oui, mais ce qui va coûter plus cher à l'économie française, ce qui peut coûter beaucoup plus cher à l'économie française, c'est une réforme non seulement manifestement, avec une opposition aussi forte, une crise démocratique, une crise sociale, et quand on met comme ça les gens les gens dans la rue, avec des menaces d'instabilité politique, je peux vous dire que tout ça coûte beaucoup plus cher que quelques blocages dans la rue. Bertrand Pancher, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une lassitude? Non. Il y a une lassitude, pas en tout cas dans les sondages, pas chez l'opinion publique. S'il y avait une lassitude, ça serait aussi la démonstration d'une renonciation démocratique et d'un affaiblissement de la démocratie. Ça voudrait dire que nos concitoyens ne font plus confiance en personne. Bertrand Pancher, vous êtes exprimé devant le Conseil constitutionnel. On va attendre sa décision, attendue donc le 14 avril prochain. Si le Conseil constitutionnel valide une grande partie de la loi, que ferez-vous?
Moi, j'espère d'abord que les sages vont faire preuve de sagesse. Il y a un vrai détournement de procédure. C'est ce que nous avons expliqué aux sages du Conseil constitutionnel, en expliquant que s'il n'y avait pas une censure de cette loi, eh bien, toutes les autres réformes de sécurité sociale pourraient passer par cet article 47.1 de la Constitution, c'est-à-dire si la loi n'est pas votée sous 50 jours, dont 20 jours à l'Assemblée nationale, eh bien, elle est réputée adoptée. Ça serait plus simple de supprimer le Parlement et nos institutions. C'est scandaleux. Ça veut dire que demain, la loi grand âge, la loi chômage, toutes les lois de sécurité sociale pourront passer outre le Parlement. Mais à quoi sert la représentation démocratique? Donc moi, j'en appelle à la sagesse de nos sages, et je ne doute pas qu'ils vont être vraiment très très attentifs à ce vrai déni démocratique qu'a été la présentation de la loi retraite sous cette forme. Bien, mais si le Conseil constitutionnel valide une grande partie du texte, que faites-vous? D'abord, moi, j'en appelle toujours au président de la République de déclencher un référendum, article 11 de la Constitution. Je rappelle que nous avons nous-mêmes déposé une demande de référendum, de référendum d'initiative partagée. Il faut 4 800 000 signatures. J'appelle d'ailleurs ceux qui veulent la signer à aller sur asso.utile avec un S, qui est celle de mon association politique où nous recueillons des signatures. Il faut vraiment qu'on puisse déclencher ce référendum, mais là, c'est 4 800 000 signatures. Ça prendra du temps, mais je pense qu'on est en capacité de réunir ces signatures pour qu'il y ait là un référendum obligatoire d'organiser sur le sujet. Vous allez accueillir Martine Froger dans votre groupe ? Écoutez, c'est une décision qui lui appartient. Évidemment, elle serait très très bien accueillie parce que notre groupe, c'est le pluralisme, c'est l'amitié, c'est le bon sens et c'est l'écoute et c'est ces valeurs, comme c'est une grande partie des valeurs de nos concitoyens. Merci Bertrand Pancher, 10h56, merci beaucoup, 10h56. Vous réagissez, la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes là de tout ce qui se passe autour de cette réforme des retraites, les mobilisations, les manifestations, les grèves? Vous nous dites ou pas. Vous nous dites 0826 300 300, 10h56. Jean-Jacques Bourdin. Tous les jours entre 11h et midi, débat sur l'antenne de Sud Radio autour d'un sujet d'actualité. Hier, nous étions sur la fin de vie. Aujourd'hui, nous changeons complètement de sujet puisque nous allons parler de la richesse au sens large du mot. Le classement Forbes des hommes, des femmes et des hommes les plus riches du monde est paru hier. Et nous constatons que la Française la plus riche et que la femme la plus riche est française et que l'homme le plus riche est français. Voilà. Est-ce que nous devons être fiers? Ou pas? Est-ce le résultat de la vigueur de l'économie française? Ce sont des questions que nous allons nous poser avec tous nos invités. Nathalie Arthaud, qui est porte-parole de Lutte ouvrière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe Delsol, qui est avocat fiscaliste, bonjour. Et puis Philippe Vigier, qui est député Modem d'Eure-et-Loire, bonjour. Bonjour. Alors, ce classement est donc clair. Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, plus de 200 milliards de dollars. Et Françoise Meyers-Bettencourt est la femme la plus riche du monde. Est-ce que nous devons en être fiers, Nathalie Arthaud? Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la mobilisation de demain. Voilà. Je pense que cela va donner des raisons supplémentaires à tous ceux qui ont envie de manifester et de s'opposer au recul sur les retraites. Parce que, écoutez, ça fait quand même maintenant plusieurs mois que le gouvernement nous explique qu'il faut renoncer à 2 ans de retraite parce qu'il n'y a plus d'argent. Parce que vraiment, on est dans une crise, parce que on est dans une impasse, voilà, c'est impossible de trouver de quoi payer les pensions, etc. Et puis là, on voit que, en effet, à un sommet, il y a de l'argent, mais c'est à un niveau incroyable, parce que vous avez cité les chiffres. Oui. Mais 200 milliards de dollars pour une grande famille, Bernard Arnault, cela signifie quand même qu'il y a quelques 140 pays dans le monde dont la richesse est inférieure.
Donc, vous vous rendez compte, c'est astronomique. D'ailleurs, est-ce que ça a encore... On en perd, en effet... Je poserai la question, est-ce que ça a encore une signification, justement? Qu'en pensez-vous? On doit être fier de cela, Jean-Philippe Delsol? On doit s'en réjouir. On doit s'en réjouir, oui, vraiment? Mais oui, parce que ça prouve que on peut encore entreprendre en France, innover et faire fortune. Alors, moi, je m'en réjouis. Et je pense que le vrai problème, et le vrai problème de Mme Marteau, mais le vrai problème des Français, c'est qu'en fait, chez eux, au lieu de se dire c'est formidable, on va essayer de faire pareil, on a des chances, nous aussi, on a tous des chances, parce qu'il n'est pas parti de grand-chose, finalement. Oh non, oh non. Non, il n'a pas hérité. Il n'a pas hérité. Ah bon Il est quand même juste né. Oui, de très bonne famille. Mais il n'a pas hérité d'une fortune. Il n'a pas hérité d'une fortune. D'une fortune on pourra y revenir, mais enfin, c'est une très bonne famille. Donc son père, dans le BTP, avec... Oui, mais enfin, voilà. Exprimons-nous. Donc, ce que je dis simplement, c'est que ici, voilà, on est tout de suite jaloux et on se dit, tiens, demain, on va pouvoir manifester contre lui. Non, il faut manifester contre lui demain, quand même. Bien sûr, mais d'une certaine manière, d'une certaine manière. Vous voyez, regardez. Oui, d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière. Écoutez, on a quand même vu les chiffres. On sait que 2% de taxes sur les 43 milliardaires qu'il y a dans ce pays, ça remplirait les caisses de retraite. Donc oui, c'est aussi revendiquer de prendre l'argent là où il y en a. Oui, mais d'accord, mais je voudrais finir. Et je dis simplement d'abord que sa fortune, qui est énorme, elle est d'abord pour la grande... presque la totalité, une grande partie, constituée d'actions de société qui ne sont pas disponibles. Et les actions des sociétés, ça évolue en fonction de la bourse et de la bourse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quelle signification? Donc en réalité, ça veut simplement dire que, voilà, aujourd'hui, on peut entreprendre au niveau mondial à partir de la France. Parce que sa fortune, elle n'est pas qu'en France. Il a, dans le luxe, c'est son domaine, construit partout dans le monde. Mais... si vous voulez, moi je préfère la mentalité qui est encore celle, peut-être de moins en moins d'ailleurs, mais encore celle des États-Unis, et c'est pour ça qu'ils rebondissent, qui, au lieu de dire on est jaloux, disent ah ben on admire, et ça veut dire qu'on a tous notre chance. Donc, oui, sauf qu'on taxe aux États-Unis maintenant plus qu'avant, et notamment les plus riches. Alors on taxe les plus... fiscalistes, oui. Oui, on les taxe plus qu'avant, c'est vrai. Ceci dit, je prends juste quelques exemples, si vous voulez. Aux États-Unis, en termes de succession, jusqu'à 12 millions de dollars, c'est-à-dire quasiment la même chose en euros, on n'est pas taxé. Oui. En France, c'est à 1,8 million, on est taxé à 45%. Oui. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Bien, Philippe Vigier, qu'en pensez-vous? On doit se réjouir ou pas? Oui, on s'en réjouit. Oui. Je vais vous dire pour une raison simple. Oui. C'est que derrière ce nom de Bernard Arnault, Mme Bettencourt, tous ceux qui ont chance d'être à la tête d'une grande entreprise capitalistique, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'emplois à la clé. Vous voyez, moi je vais prendre les choses très simplement. Dans ma circonscription, je suis heureux, parce que vous voyez, je suis en Eure-et-Loire, donc en région Centre-Val de Loire. Qu'est-ce qu'il y a en région Centre-Val de Loire? C'est là où est née la Cosmétique Valley. La Cosmétique Valley, elle est connue dans le monde entier. C'est un cluster qui est devenu un pôle de compétitivité mondiale. Eh bien, dans une petite commune de 400 habitants, il y a 200 emplois qui se créent. Vous voyez, ça c'est bon pour le développement durable. Ça évite à des gens d'aller à Paris tous les jours travailler. Ils ont 200 emplois sur place. Et est-ce qu'ils sont bien payés ou pas? C'est ça qu'il faut regarder. Eh bien, est-ce que vous avez souvent vu des gens qui travaillent chez LVMH dire qu'ils sont mal payés? Oui. Mais très rarement. J'en connais pas mal. Vous en connaissez, mais moi j'en connais beaucoup qui vous montreront le contraire. À quelques dizaines de kilomètres de chez moi, c'est Vendôme. Là, c'est Bernard Arnault qui vient d'investir une somme considérable. Donc lorsque vous connaissez Chartres, lorsque vous connaissez la région Centre, lorsque vous connaissez la France, et moi, je me réjouis du fait qu'on soit capable d'avoir des pépites industrielles et qu'on soit capable, justement, de faire en sorte que derrière, il y ait des milliers, des centaines de milliers d'entreprises. Je préfère ça plutôt que d'avoir des entreprises délocalisées en Chine ou ailleurs. Bon, mais la question, finalement, sur le chiffre en lui-même, parce que 200 milliards, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 5 ans, il était à 70 milliards. Oui. Est-ce qu'on va leur en vouloir parce qu'ils ont fait des bonnes affaires? Non, mais vous voyez, moi, j'ai grandi en Auvergne, il y a Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, il y a quoi? Il y a Michelin. Comment a commencé Michelin il y a un peu plus d'un siècle? C'est une entreprise qui est un rayonnement mondial. Est-ce que ces salariés sont maltraités? C'est pas vrai, ils ne sont pas maltraités. Ce qui est important après, c'est une certaine redistribution de la richesse. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ça, c'est la politique salariale. Ça, ce sont d'autres éléments qu'il faut rentrer en ligne de compte. Mais je vous en supplie. C'est vrai qu'il y a intéressement, participation dans ces entreprises-là. C'est là où il y a la redistribution. Dans ces entreprises-là, il y a une redistribution mieux qu'ailleurs. Vous en convenez. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, cette explosion des grandes fortunes? Puisque vous
vous êtes surpris de voir qu'on passe de 60 milliards à 200 milliards. Donc oui, ça veut dire qu'il y a à un sommet de la société beaucoup d'argent qui s'accumule et qui font prospérer le marché du luxe, très clairement. Quand il y a des salariés qui doivent, qui ont 100 euros... Le marché du luxe, c'est parce qu'il y a des... attendez, je termine mon raisonnement. Oui, quand il y a des salariés qui ont un budget de 100 euros pour l'alimentaire par mois, eh bien, il y a aujourd'hui dans le monde des ultra-riches qui peuvent dépenser 1 000 euros pour leur repas. Pour une bouteille de champagne, pour un bijou, pour un sac de luxe. C'est ça la réalité de notre monde aujourd'hui. Et oui, il y a cet argent-là qui est accumulé et qui fait flamber, y compris les prix du luxe. Il y a aussi de la spéculation, parce qu'il y a énormément d'argent qui précisément ne va pas s'investir dans ce qui est utile, dans ce qu'il serait nécessaire, nous, aujourd'hui, dans la société. C'est ça aussi le problème. Mais je veux bien développer là-dessus tout à l'heure, mais je veux revenir sur une chose. Moi, je peux vous dire que quand j'entends LVMH 14 milliards de profits, quand j'entends L'Oréal 10 milliards, j'ai plus le chiffre en tête, ça ne me réjouit pas parce que je pense aux salariés qu'il y a derrière. Oui. Je pense à l'intérimaire. Les salariés, ils sont dans les entreprises qui sont créées. Pardonnez-moi, mais non, mais attendez, c'est un véritable débat. Non, je ne me laisse pas interrompre parce que vous avez développé jusqu'au bout votre raisonnement. Mais moi, je pense aux sous-traitants. Et je sais que oui, à LVMH, je suis désolée, mais il y a eu une grève en février dernier dans la maroquinerie, dans 3 entreprises à Asnières, Sarras, Issoudun. Il y a un an, il y a eu Arco à Châtellerault qui a fait une grève des ouvrières, 350 ouvrières, qui ont fait grève parce qu'elles étaient payées à 1 300 euros, parce que leur salaire n'augmentait pas au rythme de l'inflation, parce qu'elles sont confrontées aussi aux cadences, comme dans n'importe quelle entreprise. Et la réalité, c'est que ces entreprises-là, elles prospèrent parce qu'elles sont fondées sur l'exploitation, et sur l'exploitation dure et difficile. Vous savez, moi, je viens de Romans. Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, il y a encore une tannerie. Une tannerie, la tannerie Roux. Eh bien, j'ai encore en tête, j'ai rencontré un ouvrier de cette tannerie. Donc, lui, il s'occupe de décharger les pots. Et de faire le premier traitement des pots. Et m'a raconté ses conditions de travail. Eh bien, c'est ça aussi LVMH. Et c'est au SMIC, et c'est en 2-8, c'est en équipe. Ça appartient à LVMH à Romans? Non, mais ils travaillent pour LVMH. Ils sont indépendants. C'est un sous-traitant. C'est un sous-traitant, un fournisseur de LVMH. Et c'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Et la réalité, c'est que tous leurs chiffres, quand ils donnent des chiffres de rentabilité, et qu'ils font ensuite, bien sûr, exploser le cours boursier, eh bien, c'est bien sûr basé sur l'exploitation des travailleuses et des travailleurs. Donc moi, c'est cela que je dénonce et c'est mon combat parce que en effet, il y a un lien. Ces grandes fortunes-là et la situation des travailleurs qui se dégradent, la précarité, les bas salaires, les conditions de travail, il y a un lien. Donc moi, je me battrai toujours pour dire ça suffit. Mais vous n'avez pas le monopole de la défense des salariés. Nous avons également le monopole de les aider, de les encourager pour les conditions de travail. Non, ce n'est pas votre propriété privée. Non, pas du tout. Mais c'est là où vous... Les travailleurs, ils savent se défendre tout seuls, vous voyez. Ils sont dans la rue demain. Ils sont dans la rue demain. Ayez au moins l'élégance de faire la même chose. Ou alors ça ne marche pas. Allez. Donc, non mais... on fixe des règles, on les respecte, ou alors on ne les respecte pas. Non, donc je suis désolé. Chacun va pouvoir et peut s'exprimer. Quand il n'y a pas de production de richesse, il n'y a pas de redistribution. Il y a un sujet sur lequel on peut se retrouver, c'est d'améliorer les conditions de travail. Il y a un sujet sur lequel on peut se retrouver, c'est justement des meilleurs salaires, des dividendes, de faire en sorte qu'on soit capable justement de mieux associer les salariés à la redistribution. Ça, oui, qu'il faille progresser, oui. Oui, d'ailleurs, ce sera la deuxième partie de notre débat. Mais absolument, plus de solidarité, comment Jean-Jacques Bourdin ne va pas laisser d'un côté ceux qui défendent uniquement les salariés, les autres qui ne les défendent pas. Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été chef d'entreprise également dans ma vie. Je ne pense pas qu'ils étaient mal payés. Et je pense que je les ai accompagnés pour leurs conditions de travail. Jean-Philippe Delsol. Voilà. Je comprends parfaitement votre agacement devant des dépenses ostentatoires. Comme vous, je les trouve agaçantes et pas injustes, mais inélégantes pour le moins. Et je comprends aussi votre combat. Il est tout à fait légitime pour améliorer le sort de tous et notamment des plus démunis. Ceci dit, je pense qu'en réalité, avant d'accabler, d'accuser les riches, il faut se poser plusieurs questions. Là, sont des très riches. Et les très riches. C'est bien la différence. Mais aussi, il faut se poser des questions. D'où vient cette richesse? Comment est-ce qu'elle a été constituée? Et je pense qu'il y a des richesses qu'il faut condamner, combattre avec fermeté. Ce sont celles de ceux qui s'enrichissent indûment, irrégulièrement, au détriment des autres. Notamment ceux qui tombent dans ce qu'on appelle le capitalisme de connivence avec l'État souvent, par exemple aujourd'hui en Chine, en Russie, les oligarques
qui en fait profitent davantage que leur consent l'État pour taxer les autres, en fait, pour leur vendre des choses dont ils n'ont pas forcément envie, avec des surprix. Et ça, c'est évidemment à combattre. En France, moi je vais prendre un exemple. L'exemple d'un autre riche qu'on trouve dans les 10 premiers riches de France, selon le classement Forbes, c'est Monsieur Niel. Parce que son exemple est tout à fait intéressant. Lui, il s'est enrichi très vite aussi. Au cours des 10 dernières années, il s'est enrichi. Avant, il était... Free. Bon, comment il s'est enrichi ? La téléphonie mobile. Eh bien, il y a une dizaine d'années, il est arrivé sur le marché des smartphones, des téléphones portables, et à un moment où il était en construction. Et là où l'abonnement coûtait, je vous donne des chiffres moyens, 25 € pour tout le monde, au minimum, lui est arrivé en disant, moi, je vous le fais à 10, 11, 12 €. Il a réduit de plus de 50% l'abonnement téléphonique. C'est-à-dire qu'en fait, il a su créer, en profitant d'un système qui était un système de semi-monopole, d'oligopole, comme on appelle ça aujourd'hui, une entente cordiale. Et de concession d'État, de fréquences. Une entente cordiale sur les prix. Le capitalisme voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Entre les opérateurs, au détriment du consommateur. Et il est arrivé, et il a... C'est plutôt du socialisme de connivence, d'ailleurs. Parce que c'est l'État qui favorise ça. Et il est arrivé, et il a apporté de la concurrence, et il a offert à tous les foyers français 120 €, 150 € de plus par an sur ses abonnements. Et en même temps, il s'est enrichi. Mais tant mieux, merci. Moi, on peut être pour ou contre M. Niel, c'est pas le problème. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est dans l'intérêt de tous. Et s'il s'est enrichi en plus, mais tant mieux. En quoi ça peut vous gêner ? Parce que si on lui avait interdit de s'enrichir, même si les capitalistes, comme vous les appelez, ne font pas leur job que pour l'argent, mais ils le font aussi pour l'argent. Ah, quand même, un petit peu. Un peu quand même. C'est pas du tout un critère déterminant pour beaucoup d'entre eux. Ah, d'accord. Mais, non, si vous voulez, un monsieur Buffet qui a donné au cours de sa vie 51 milliards à des associations caritatives, manifestement, l'argent n'est pas tout pour lui, vous voyez. Donc, en fait, qu'en proportion, je ne vous ai pas coupé, madame. Je ne vous ai pas coupé, donc je parlerai tant que j'aurai la parole. Et je vais terminer, s'il vous plaît, merci. Non, mais vous n'avez pas tous les droits, vous voyez. Donc, je termine très rapidement en disant que, voilà, il faut être, j'allais dire, intelligent dans l'approche et comprendre que s'il n'y avait pas cette incitation à s'enrichir en créant, eh bien peut-être que nous aurions beaucoup moins d'avantages. D'ailleurs, les pays socialistes nous l'ont démontré. Bien. Allez, 11h18, petite pause. Ensuite, nous continuons ce débat. Chacun va pouvoir s'exprimer. Ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas essayer de pas trop nous interrompre pour essayer d'expliquer aux auditeurs le point de vue des uns et des autres et surtout de leur permettre de réfléchir à tout cela. Il est 11h18. Je vois que l'intersyndicale est sortie du bureau d'Elisabeth Borne. Nous allons voir exactement ce qui s'est dit. Je crois l'intersyndicale parle de réunion inutile. Une gifle. C'est bien parti, tiens. 11h18, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h21. 11h21, merci d'être avec nous. Nous poursuivons ce débat. Alors, je faisais la réflexion, on va la faire ouvertement pendant la pub. Je me disais que les ultra-riches, on le voit avec les crises récentes. Il y a eu le Covid, il y a les crises de l'énergie, il y a des guerres, mais ça ne les touche pas. Les ultra-riches s'enrichissent toujours. Alors que le petit chef d'entreprise, qui lui a 20, 30 ou 100 salariés, et qui doit boucler ses fins de mois, lui, dès qu'il y a une crise, il est en difficulté. Là, n'y a-t-il pas une injustice ? Jean-Philippe Delsol, je vous pose la question. Je ne pense pas qu'il y ait une injustice. Face à une crise, il y a des gens qui ont l'art d'anticiper, mais parce que vous croyez que le patron de PME, il n'a pas l'art de s'anticiper, d'anticiper ? Je pense quand même que la plupart des riches aujourd'hui sont des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui ont réussi parce qu'ils ont cette habileté que nous n'avons pas tous. Non, des ultra-riches, je dirais. Même, la plupart des ultra-riches sont des entrepreneurs. Oui. La grande majorité, ce sont des entrepreneurs, et les autres, ce sont des descendants d'entrepreneurs. Oui, ce sont des descendants, oui. Mais la grande majorité, ce sont des entrepreneurs directs. Oui. Et alors, moi, ce que je constate, si vous voulez, je vais prendre un exemple. Oui. C'est que, en fait, en France, ce qu'on a su faire, c'est 80% des 10 premiers riches, c'est favoriser le luxe. Ce qui est bien, mais c'est quand même
pas l'idéal. Aux États-Unis, les 80% premiers, ce sont des gens qui sont dans la technologie, dans l'innovation, dans le numérique. C'est quand même très différent. C'est Elon Musk, etc. Et donc, en fait, ces gens-là, eh bien, ils ont effectivement le sens de l'avenir. C'est pour ça qu'ils ont réussi mieux que les autres. Et donc, ils savent mieux que les autres surfer sur les crises. Tant mieux. On a besoin de gens qui savent nous mener, nous donner des directions, parce que tout le monde n'en est pas capable. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. N'y a-t-il pas une injustice? Vous dites qu'il n'y a pas d'injustice. Moi, je dis il y a injustice. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve qu'il y a injustice, oui. Oui, il y a injustice. Il y a injustice parce qu'en fait, on s'aperçoit dans les crises. Moi, je vous dis très simplement les choses. Dans ma circonscription, ce week-end, on m'a parlé de pouvoir d'achat. On m'a pas beaucoup parlé des retraites, on m'a parlé du pouvoir d'achat. C'est comment je boucle. Mais le fond du débat aujourd'hui, c'est le coût de la vie. C'est le coût de la vie. Mais c'est le coût de la vie qui explose, et ça, il faut le reconnaître. C'est un vrai sujet. Pour ça, vous voyez, c'est quelque chose que nous portons à l'Assemblée avec Jean-Paul Maty, le président de groupe, sur le partage de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a eu des super dividendes. Et il faut reconnaître que dans cette crise de l'énergie, qu'on la connaît, mais dans l'alimentaire aussi, Madame Arthaud, il y a des entreprises qui se sont enrichies de façon, pour moi, excessive. Et avec quelque part un niveau d'indécence. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que dans les dispositifs gouvernementaux, vous savez, des différents boucliers qu'on a mis en place, on va quand même taxer une partie de ces entreprises. Il y a un sujet majeur, c'est que le travail, il faut mieux le rémunérer. Vous savez, ce débat sur le partage de la valeur, il est transversal sur les familles politiques et sur tous les courants de pensée. Parce que il y a des montages financiers qui existent sur les ultra-riches, et grâce à certains montages financiers, vous ne direz pas le contraire, ils sont beaucoup plus protégés que ne sont le petit artisan du coin, la petite entreprise, le petit patron de PME, et ça, c'est la qui vérité. ne connaît pas l'optimisation fiscale. Je suis d'accord avec vous, il ne connaît pas l'optimisation fiscale, qui est beaucoup plus facile pour les très grands groupes. C'est la vérité. On ne peut pas dire le contraire. Autant je dis qu'il faut avoir ces grands groupes qui réussissent de manière à pouvoir réinjecter, réindustrialiser, parce que moi j'ai un bassin d'ouvriers qui a énormément souffert, et donc je m'aperçois quand même que heureusement que certaines de ces entreprises sont là pour réinvestir. Pour autant, l'optimisation fiscale, on doit plus la corriger dans ce pays. Oui, on doit plus la corriger, mais alors justement, que faire? Qu'en pensez-vous? Vous pensez qu'il y a une injustice entre... Mais oui, mais pas... moi, je défends le petit patron de PME. Ici, on défend les petits patrons de PME. Moi... pas que les petits patrons de PME, mais là, je les défends. Qui ont des difficultés pour boucler les fins de mois, qui, dès qu'il y a une crise, sont en difficulté. Les PGE, vous allez voir les PGE dans quelques mois, dans un an ou deux, les conséquences des PGE. Donc, oui, eux aussi trouvent ces ultra-riches trop ultra-riches, et pensent qu'il y a une injustice, et pensent qu'ils ne sont pas suffisamment, qu'ils ne contribuent pas suffisamment, ce qui n'est pas pareil, je ne veux pas parler de taxation, qu'ils ne contribuent pas suffisamment à la richesse du pays, indirectement, et du moins qu'ils ne contribuent pas à une égalité, une meilleure égalité de la richesse. Moi, je pense qu'il n'y a pas de justice dans cette société capitaliste. Oui, voilà. Parce que vous êtes anticapitaliste, c'est pour ça que vous pensez cela. Parce que cette société, elle est basée sur l'exploitation du travail. Tout à l'heure, on a discuté d'où viennent les richesses. Mais les richesses, elles viennent des salariés, des travailleurs. Il n'y aurait pas de richesse sans les ouvriers, sans les employés, sans les éboueurs qui ramassent les ordures. Ni sans les patrons. Eh bien, moi, ça, je ne le crois pas. Je pense Vous pensez qu'il ne faut pas de patron? Moi, je pense qu'il faudrait décider collectivement de où on met les capitaux qui existent dans la société, où on met les moyens de production qui existent dans la société. Et par ailleurs, ce que je pense, c'est que, oui, bien sûr qu'il y a un gouffre. Un gouffre qui sépare les petits patrons, il y a un gouffre qui sépare les artisans, les commerçants, qui sépare les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, et Bernard Arnault, Bettencourt, ces ultra-riches. Il y a un gouffre parce que eux ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des financiers. Ce sont des spéculateurs. Ce ne sont pas des gens qui investissent. Ce sont des gens qui parasitent une société qui, de toute façon, dans laquelle l'argent va à l'argent. Donc voilà, bien sûr qu'ils se sortiront toujours des crises, toujours, parce que de toute façon, d'abord leur business, c'est le luxe. Donc de toute façon, c'est s'adresser à ceux qui ont des magots incroyables mais vrais. Oui, mais voilà. C'est une fierté française, le luxe, quand même. C'est un savoir-faire. Mais en quoi? C'est un savoir-faire. Écoutez, moi, je serais fière
quand les travailleurs ils pourront vivre de leur travail. Je serai fier quand cette société elle progressera pour tout le monde, quand les hôpitaux fonctionneront, quand il y aura ce savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Vous n'êtes pas fier? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous dans notre vie de tous les jours? Franchement, ça nous apporte quoi? Et moi, je tiens aussi à dire une chose, c'est que justement, cet argent-là qui s'accumule. Là, j'ai fait le calcul. Si j'ai bien calculé, la famille Arnault va récupérer 4 milliards en dividendes et en rachat d'actions. 4 milliards. Vous vous rendez compte? 4 milliards. Mais 4 milliards, moi j'ai des idées pour les investir, les 4 milliards. Il y a besoin de cet argent-là pour investir. Le rachat d'actions, d'ailleurs, c'est peut-être un problème. Pour investir dans les EHPAD, etc. etc. Donc, mais ce ne sont pas des investisseurs. Ce ne sont pas ils jouent au casino. Alors bien sûr qu'ils s'en sortiront toujours. Donc moi, ce que je dis au travail, bah oui, cette société elle est très riche. Nous créons énormément de richesses. Bien. Il faut au minimum que ça nous serve. Ça nous serve pour nos retraites, pour nos salaires, pour nos conditions de vie. Quelques mots. Oui, Jean-Philippe Delsol. Je voudrais d'abord souligner que les riches sont déjà beaucoup plus taxés que les autres. Il y a effectivement des riches, il y a eu des augmentations. C'est pas vrai. Il y a eu des augmentations de la richesse ces dernières années, depuis 20 ans à peu près, à cause justement de l'innovation, notamment numérique. Mais globalement, toutes les populations dans les pays occidentaux se sont enrichies, et à des niveaux de l'ordre de 3% par an en France, par exemple, ce qui n'est pas rien, parce que ça veut dire que... 3% la moyenne. Au niveau des 50% les moins riches, c'est 3%. Il y a une augmentation moyenne de 3% de leur niveau de vie. Et l'augmentation des ultra-riches, c'est beaucoup plus. Mais ceci dit, le vrai problème, c'est là où il n'y a pas... C'est pas un problème? Est-ce que c'est un problème ou pas? Mais si, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est que si on fait disparaître la liberté de s'enrichir, car c'est ça le problème. Moi, je ne défends pas les riches du tout. Je dis simplement que s'il n'y a plus de liberté de s'enrichir, eh bien, ça veut dire que si on veut l'égalité partout, ce que souhaite Madame Arthaud, eh bien, en réalité, on a la pauvreté pour tout le monde. Et ça, c'est évident dans tous les pays. Et aujourd'hui, je termine là-dessus, aujourd'hui, en France, prenons simplement ces chiffres, les 1% les plus riches contribuent à, ça dépend des années, de l'ordre de 40% de l'impôt sur le revenu, et les 10% les plus riches contribuent à de l'ordre de 70%, 75% de l'impôt sur le revenu. Pardon de vous dire, mais puisque vous prenez les chiffres, ce ne sont pas les ultra-riches qui contribuent. C'est les 1%, j'ai dit les 1%. Oui, mais les 1%, attendez. Il y a de tout dans les 1%. Mais c'est la plupart des 1% qui contribuent aux 40% dont vous parlez, ce ne sont pas les ultra-riches. Vous le savez bien. Mais monsieur Bourdin, les ultra-riches. Et oui. Bien sûr, ces milliards nous font tourner la tête, c'est évident. C'est pas qu'ils nous font tourner la tête. Il reste que, quand monsieur Arnault reçoit 4 milliards, je n'ai pas les chiffres, mais vous les avez donnés, je les prends en comptant. C'est pas pour aller déjeuner à 1 000 euros par... Peut-être qu'il le fera, ça aussi, mais l'exemple que vous avez pris tout à l'heure. Mais c'est pour réinvestir. Et ce sont des gens qui réinvestissent. Et en réinvestissant, ils créent des nouvelles richesses, ils créent des nouveaux emplois, ils augmentent la valeur ajoutée au profit aussi des employés. Il est 11h31, nous allons observer une pause, et puis je voudrais que nous parlions quand même de la réforme des retraites, parce que les syndicats sont sortis. Visiblement, ça s'est pas bien passé. Nous allons écouter Sophie Binet dans un instant, la nouvelle secrétaire générale de la CGT à la sortie. Oui, je disais, visiblement, ça s'est mal passé. Donc, nous allons en parler juste après la pub. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h34. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons, messieurs, nous allons faire une petite parenthèse autour de la réforme des retraites, parce que apparemment, ça s'est visiblement très, très mal passé. La rencontre avec Elisabeth Borne a duré moins d'1 heure avec les syndicats. Elle a refusé le retrait du texte. Vous ne pouvez pas s'attendre à autre chose. Alors, le leader de la CFDT, Laurent Berger, a mis fin à l'entrevue. C'est ce que raconte la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Notre présence ici, elle prouve notre sens des responsabilités et du dialogue. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue, qui sont en grève, qui sont opposés à la retraite à 64 ans, à l'allongement de la durée de cotisation et à la suppression des régimes spéciaux. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, elle est violente et elle est irresponsable. Le gouvernement porte la responsabilité du désordre. La conclusion, pour nous, est limpide. Nous devons être très nombreuses et nombreux dans la rue dès demain pour demander le retrait de cette réforme injuste. Nous devons poursuivre la mobilisation jusqu'au bout
jusqu'à ce que le gouvernement comprenne qu'il n'y a pas d'autre issue que le retrait de cette réforme. Voilà, une décision grave de la part de Matignon, d'Elisabeth Borne. C'est ce qu'a déclaré aussi Cyril Chabagnier, le président de la CFTC, sur le perron de Matignon. Et je vous rappelle que nous aurons en ligne et en direct, juste après ce débat, François Omril, qui est le président de la CFE-CGC. Réaction, Nathalie Arthaud. C'est sans surprise en fait, hein. Oui. Sans surprise, mais c'est vrai que moi cette gifle, je la ressens depuis le début, comme des millions de salariés qui disent, qui crient, qui ressentent qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas à 64 ans. Les premiers concernés disent on n'y arrivera pas. Et en réalité, soit on terminera à Pôle emploi, soit en invalidité. Et donc, aux minima sociaux. Mieux vaut travailler chez Bernard Arnault que être éboueur éboueur municipal. Mais alors, vous savez, même chez Bernard Arnault, je suis convaincu qu'il y a des couturières, qu'il y a des maroquiniers, qui n'y arriveront pas en fait. Ouais. Mais bien sûr, parce que y compris quand on est couturière, on a des tendinites, on a des lombalgies, etc., etc. Alors, donc voilà, moi je serai dans la rue demain en tout cas, et j'espère qu'on sera nombreux. Que vous serez dans la rue, oui. Député Modem d'Eure-et-Loir, l'image est forte sur le perron de Matignon. Nous avons tous les syndicats unis qui disent que la décision de la Première ministre est grave. En fait, c'est pas très bon pour le gouvernement, cette image-là, non ? C'est un moment très difficile pour le pays. Est-ce que le pays... Attendez, est-ce que le gouvernement n'est pas en train d'unir à nouveau le front du refus, si je puis dire? Je fais partie de ceux qui nourrissaient l'espoir que ce matin, peut-être par le biais d'une médiation, telle qu'on l'avait proposée la semaine dernière, on puisse remettre tout le monde autour de la table. Cette réforme, elle est pourtant indispensable pour le pays. Je vais intervenir, madame, sur les problèmes de pénibilité. Parce que, vous voyez, on vient de parler d'argent, là, tout à l'heure. Oui. Il y a 30 milliards d'euros de déficit structurel de retraite chaque année. 30 milliards. Ça, personne n'en parle. C'est vrai. Et oui, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas dans le débat. La deuxième chose, c'est qu'il y aura moins d'actifs. Alors après, moi, je vais vous dire les choses très simplement. Bien sûr, il y a des gens qui ne pourront pas aller à 64 ans. D'abord, la réforme, c'est pas tout le monde à 64 ans. C'est 6 Français sur 10 qui sont concernés. 6 sur 10. Donc, il y a déjà 4 sur 10 qui échappent à tout cela. Deuxièmement, c'est une augmentation de 2 ans. Quand madame, même ceux qui ont droit à des carrières longues, c'est 2 ans de plus. Mais vous m'accorderez quand même. C'est 2 ans de plus. Vous m'accorderez. Donc, personne n'y échappe. Est-ce que je peux vous dire que personne n'ira, tout le monde n'ira pas à 64 ans, simplement 6 sur 10. Mais 2 ans de plus pour tout le monde. Oui, madame, mais c'est pas nouveau. Je vous rappelle qu'il y a eu des réformes de madame Touraine, il y a eu des réformes de monsieur Wörth. Pourquoi on fait cela? Aussi parce qu'on a un problème financier, vous le savez très bien. Et il y a les petites retraites. Vous dénoncez les problèmes des pouvoirs d'achat, je dénonce également. Les petites retraites, elles existent dans ce pays. Vous voyez, j'ai une vieille maman, je peux vous dire exactement ce qu'elle a par mois. Et donc les petites retraites à 1000 euros, à 1100 euros, elles sont là, elles existent. Et c'est scandaleux. Oui, madame. Mais là, tout le monde est d'accord. Mais tout le monde parle que des 64 ans, mais ça, on ne parle pas des petites retraites. On ne parle pas non plus de... Pardon, mais le gouvernement en a très mal parlé. Pardon. En faisant croire que tout le monde allait toucher 1500 euros. Je crois que je fais partie de ces voix de la majorité qui ont dit que... Je l'ai dit et je le répète, on a été très mauvais sur la communication. Deuxième sujet, que je regrette, c'est qu'on ne se mette pas autour de la table, parce que le sujet de la pénibilité que vous avez évoqué, à juste titre. Oui. Il y a des métiers extrêmement difficiles pour lesquels on sait qu'ils ne pourront pas arriver à 64 ans. C'est là où, pour moi, ça n'est pas aux parlementaires, ça n'est pas au gouvernement de décider, c'est aux partenaires sociaux à définir les véritables critères qui font que celui qui devait partir à 64 ans avec une retraite à taux plein, peut-être partira-t-il demain à 62 ou 63 ans. Vigier, j'ai une question. Je voudrais juste un élément important qui est passé sous les radars de la réforme. En plus, je suis l'auteur de cet amendement, d'une clause de revoyure de la réforme. Oui, je sais. En 2027. Je sais. Cette clause de revoyure, c'est une photo pour voir où on en est, comment ça se passe. Est-ce que l'emploi des seniors, on va le laisser dans ce pays comme il est? C'est un gâchis humain considérable. 1 Français sur 3 depuis 60 ans travaille. Tous les autres, on n'a pas besoin de vous. Vous servez à rien. C'est Pôle emploi. Et pourquoi? Eh bien voilà. Dites-moi pourquoi. Parce que le patronat, il considère qu'ils ne sont pas assez exploitables, qu'ils ne sont pas assez rentables. Donc ils sont foutus à la porte. Je vais répondre, madame. Ils sont foutus à la porte, à Pôle emploi. Eh bien, madame. C'est pas faux. Voilà. En plus, ça leur coûte cher parce qu'ils ont de l'ancienneté. Donc voilà, c'est la rentabilité. Le système, il est guidé par la rentabilité. Terminé, j'ai une question ou deux à vous poser, Philippe Vigier. Et ensuite, donnant la parole à Jean-Philippe Delsol. Oui, alors allez-y. Seniors, c'est les conditions de travail qu'il faut faire bouger. Peut-être faut-il travailler que 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine et former un jeune, alors que c'est un gâchis humain considérable. Donc, justement, c'était tout cela sur lesquels on a une loi travail qui arrive. Il faut mettre tout
autour de la table. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on reste figé uniquement sur ce chiffre de 64. Donc, il y avait moyen, me semble-t-il, de se remettre autour de la table. Prenons un médiateur, ne restons pas bloqués dans ce pays. Mais alors, vous avez voté contre la réforme, alors Je n'ai pas voté contre la réforme. Nathalie Arthaud, j'ai 2 questions à poser à Philippe Vigier. Respectez votre combat, respectez le mien. Philippe Vigier, vous souhaitez que tout le monde se mette autour de la table. Oui, mais je le réclame. Aujourd'hui, vous le réclamez. Oui, mais aujourd'hui, c'est impossible. Vous avez d'un côté la Première ministre, le gouvernement, le président de la République qui disent on ne reviendra pas sur les 64 ans. Et vous avez de l'autre côté les syndicats qui disent si vous ne revenez pas sur les 64 ans, nous ne nous mettons pas autour de la table. Alors que faites-vous? Que proposez-vous? Vous êtes membre de la majorité. Oui, je vous dis, il faut trouver une médiation. On ne pourrait pas rester d'un côté de la rivière et de l'autre côté. Ça n'existe pas. Une médiation. Qui proposait cela? Nommer une médiation? Nous l'avons proposé, les centristes l'ont proposé. Vous l'avez proposé, nommer un médiateur aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas rester figé d'un côté ou de l'autre. Parce que les salariés... Ça serait une solution de sortie, peut-être. Vous aurez quand même remarqué que Emmanuel Macron veut l'affrontement. Voilà, il a fermé absolument toutes les portes. Vous pensez qu'il ne voudrait pas d'une médiation? Il l'a dit. Écoutez, il l'a dit d'ailleurs, et d'ailleurs Bayrou qui l'a proposé a fini par replier un petit peu, par se replier sur cette question-là. Madame Arthaud, ne faites pas parler François Bayrou, c'est parfaitement ce qu'il a dit. C'est clair, ça a été une fin de non-recevoir du côté du gouvernement, vous le savez très bien. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'a redit ce matin, si j'ai bien compris, puisque y compris Laurent Berger est sorti furax de la rencontre. Ils n'en veulent pas. En fait, ils veulent l'affrontement depuis le début. Ils savent qu'il y a une unanimité dans le monde du travail contre. Eh bien, ils y vont. Voilà, donc c'est l'affrontement, c'est le rapport de force. Ils veulent pas lâcher. Nous non plus, on ne lâchera pas. On est vraiment tombé sur la tête. Je ne suis pas macroniste, mais je reconnais que dire que c'est le gouvernement qui veut l'affrontement et la violence, franchement, je pense qu'on n'en est pas là. Nous vivons dans un pays démocratique, c'est-à-dire dans un pays dans lequel on accepte à la majorité des voix, après débat, une constitution et des lois. La loi là, il y a eu ni débat ni vote. Je ne vous ai laissé parler, madame. La loi a été votée. La loi a été votée dans des conditions constitutionnelles jusqu'à preuve du contraire. Si la décision du Conseil constitutionnel dit que ce n'est pas le cas, attendons le 14. Je pense que tout le monde s'inclinera. 14 avril. En l'état actuel, présomption d'innocence, si je puis dire, c'est le cas. Alors, je pense que cette idée d'aller dans la rue et de l'affronter, et avec les violences qu'on connaît, même si les syndicats n'en sont pas toujours responsables, mais je ne dis pas toujours, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui soufflent sur les braises, eh bien, je trouve ça totalement inadmissible. Alors, ceci dit, ce qui est grave, évidemment, et c'est pour ça que je ne suis pas macroniste, cher monsieur, c'est que, en fait, cette réforme était nécessaire en l'état de notre système de retraite. Parce qu'effectivement, on court très vite contre un mur. Dans la mesure où on travaille moins, de moins en moins, par les deux bouts, la jeunesse et la vieillesse, on vit plus longtemps, donc dans un système par répartition, dans lequel les cotisations de l'année servent à payer les retraites de la même année, il n'y a pas de solution dans une situation comme ça, il faut allonger la durée d'activité. Je suis étonné d'ailleurs que les Français soient des jeunes probablement si différents des autres Européens qu'ils ne puissent pas travailler jusqu'à 64 ans. Car dans la très grande majorité des autres pays européens, on travaille jusqu'à 65 ans et d'autres envisagent même à assez court terme de travailler jusqu'à 67. Mais ceci dit, j'entends ce que vous dites. Je voudrais dire que dans l'état actuel, il n'y avait pas le choix si on veut garder la répartition. Ceci dit, le vrai problème, il est là. Fallait-il garder la répartition ? En tout cas intégralement. Et c'est là que je pense que le gouvernement, comme les partis d'opposition, ont manqué d'idées, d'ingéniosité. Et pourtant, il suffit de regarder ce qui se fait ailleurs. Je prends l'exemple des Pays-Bas, où la capitalisation a été introduite progressivement depuis 20 ans et représente aujourd'hui une majorité, mais il y a beaucoup d'autres pays comme ça, une majorité du montant des retraites. Eh bien, les gens aux Pays-Bas, ils cotisent 20% de moins que les Français et ils ont 20% de plus de retraite, en moyenne. Et les plus pauvres ne sont pas mis de côté. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que on vit une violence absolument anormale dans un pays qui est resté sur un vote qui n'est qu'une rustine
sur une jambe de bois, alors qu'on devrait repenser le système. Bien, alors il y avait peut-être aussi une autre solution. On avait engagé une retraite par points, qui était peut-être une bonne réforme, et qu'on a oublié, et que le président de la République a totalement oublié. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Mais on restait dans la répartition. Il ne s'est jamais expliqué d'ailleurs. Vous avez une explication? Non, parce que d'abord, le système de retraite, c'est extrêmement compliqué. Oui. Non, mais quand je dis très compliqué, c'est même quand vous connaissez un peu le sujet, vous n'en connaissez que le 10e. Il faut avoir l'humilité de les choses. C'est vrai. 42 régimes spéciaux à l'intérieur des régimes spéciaux, des règles dérogatoires, des financements dérogatoires de l'État, enfin bref. Là où je retrouve M. Delsol, c'est que, naturellement, et je vous le dis, Mme Arthaud, moi je suis attaché au régime par répartition. Et ma famille politique a même proposé d'ailleurs des financements annexes, soit en cotisant en plus, par exemple pour les patrons, soit en allant chercher peut-être au travers de la flat tax, donc l'imposition des ressources complémentaires. Mais en l'espèce, à l'état actuel des choses, du fait même qu'il y aura moins d'actifs, il faut bien que l'on s'en sorte, et il faut bien qu'on apporte des retraites décentes. Vous voyez, moi je suis dans un territoire rural où les gens ne sont pas riches. Que vous êtes sensible à ce mot-là. Et il me l'envoie des SOS. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura des systèmes de capitalisation qui vont se développer et qui vont se renforcer, bien sûr, dans les prochaines années. Et c'est ça la difficulté. Et donc, il faut vraiment que l'on en sorte. C'est pour ça que le dialogue social, tout n'est pas bouclé. Tout n'est pas bouclé. Tant s'en faut. Et au contraire, les voies du dialogue, elles font qu'il faut les renforcer. Sur les régimes spéciaux, pardonnez-moi, on a mis la règle du grand-père. La règle du grand-père, vous la connaissez comme moi. C'est-à-dire que celui qui a 25 ans à l'heure actuelle, il a le régime spécial qui est assuré pour toute sa vie. Mais est-ce que c'est juste qu'un chauffeur de bus à Paris travaille 10 ans de moins que chez moi dans mon département? C'est totalement injuste. Est-ce que les conditions sont plus pénibles? Non. Là, vous défendez l'indéfendable. Défendre, comme j'ai assisté à l'Assemblée nationale, la défense du système de la Banque de France, pardonnez-moi. Non, mais vraiment, qui est un système, un régime spécial qui, évidemment, qui a un siècle et demi d'existence. Mais dans la vie, les choses, elles sont en capacité d'évoluer. Et on ne peut pas, justement, comme cela, faire en sorte que vous qui êtes attentifs aux plus faibles, les plus faibles, malheureusement, ne sont pas suffisamment entendus. Alors, nous allons revenir à notre débat, juste après cette dernière page de pub. Comment faire pour essayer d'améliorer la répartition des richesses, puisque c'était l'objet du débat, les ultra-riches au départ. Nous allons voir, chacun va défendre ses solutions. Il est 11h48. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h51, midi moins 10. Alors, quelle solution pour essayer de trouver, je ne sais pas, une meilleure répartition des richesses? Vous avez des solutions, Jean-Philippe Delsol? Oui, j'en ai. Ah bon, allez-y, lesquelles? J'ai des solutions, tout est compliqué, mais assez simple à énoncer. Allez-y. Et que je vais lier au problème des retraites qu'on évoquait. Allez. La retraite par capitalisation, ça veut dire que les gens cotisent sur la durée complète de la vie, donc en fait sur 40 ans il n'y a pas de risque de fluctuation majeure quand on aplanit, et cet argent il peut être placé dans les entreprises, c'est-à-dire qu'il peut en fait faire participer tout le monde, tous ceux qui cotisent, à la richesse des entreprises, et en même temps ça permet de réduire les cotisations sensiblement et d'augmenter les retraites. Réduire les cotisations, c'est augmenter le pouvoir d'achat des gens. Je vous donne 2 chiffres. En France, le coût des retraites, c'est 14% du PIB, de la production de richesse de la France. 324 milliards. À l'étranger, en moyenne dans l'OCDE, dans les pays riches, si vous voulez... Non, je vais prendre la moyenne dans l'Europe, c'est encore mieux. Parce que l'OCDE, il y a des pays un peu plus pauvres. Bon, la moyenne en Europe, c'est 11,5%. Oui, 3%. Vous êtes d'accord? Bon. C'est-à-dire que c'est 2 points et demi, parce que ça dépend des calculs, de moins sur la richesse globale. C'est 20% de moins des cotisations. Redonner 20% des cotisations aux Français, c'est leur donner 5% de leur salaire. On pourrait, selon vous, baisser les cotisations. Mais bien sûr, et en même temps faire participer les gens à la richesse des entreprises pour que leur retraite soit meilleure. Et ça, évidemment, il faut le faire dans le long terme, progressivement. Vous êtes d'accord avec cette solution? Non, j'ai une différence avec vous, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez le droit? Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous baissez les cotisations, vous diminuez par définition le budget de la sécurité sociale et de l'ensemble des le budget. Pardonnez-moi. Oui, mais si vous voulez diminuer les cotisations retraite, vous faites quoi? Vous donnez du pouvoir d'achat aux retraités, on est d'accord. Mais moi, on ne parle pas que du problème du... Moi, j'aurais parlé du partage de la valeur. Oui, du partage de la valeur. Du capital, la rémunération du travail. Je pense que l'équilibre n'est plus assuré à l'heure actuelle. Oui. Et là-dessus, il y a un travail transversal qui se fait à l'Assemblée. Nous portons, en tout cas nous les centristes, que nous sommes attachés à cela. La feuille de paye doit être mieux rémunérée. Que vous soyez à la retraite ou que vous soyez au travail. Et cette feuille de paye mieux rémunérée, c'est par le salaire direct et par le salaire indirect. C'est pour ça que je crois beaucoup à cet intéressement, à cette participation. Mais c'est pas nouveau. C'est un débat dans le pays qu'on a depuis des... Mais oui, mais justement là-dessus, nous n'avons pas fait le chemin que nous aurions dû accomplir. Le sujet du pouvoir d'achat est un sujet
absolument majeur. Et attendez-moi que lorsque vous avez des entreprises qui, par exemple, ont eu des explosions de dividendes ces dernières années, elles devraient être plus taxées. C'est pour ça que nous proposons une taxation sur les super dividendes, de manière à ce que si par exemple vous avez une explosion ou lorsque cette augmentation est de plus de 20% par rapport à ce qu'on a connu sur la médiane des 2 ou 3 dernières années, c'est quelque part il y a eu un élément. Et les profits de la crise et ceux qui profitent de la crise pour l'énergie, mais pour d'autres domaines. Vous savez, moi je pense, on a tout à l'heure parlé des petits industriels. J'ai plein d'industriels qui m'ont sensibilisé, des boulangers, des artisans, qui m'ont dit voilà, ma facture elle passe de 20 à 60 000 euros. Comment je fais? Je suis même allé un jour dans un village de ma circonscription, voir avec le boulanger comment on allait calculer le prix de la baguette, voir s'il était acceptable par l'usager, parce qu'il était devant un mur, le mur de l'énergie. Mais aujourd'hui c'est l'énergie, demain ce sont les matières premières. Regardez sur les marchés publics, on voit que tout est en train d'exploser, notamment en matière de construction, des bâtiments, travaux publics. Donc ce partage de la valeur, c'est un sujet qu'on ne peut plus écarter. La rémunération du capital ne peut pas être au même niveau que la rémunération du travail. Il fallait peut-être d'ailleurs passer par là avant d'engager la réforme des retraites, entre nous. Mais Jean-Jacques Bourdin, on pouvait le faire en tout cas en même temps, pardonnez-moi, tout à l'heure j'ai fait une sorte d'allusion en expliquant qu'on pouvait au lieu de se formaliser totalement, et de se concentrer uniquement sur cette réforme des retraites. Parce qu'on a commis une erreur. L'erreur, c'est d'avoir coupé le texte des retraites et du travail alors que tout est lié. Moi, je suis frappé par ce que vous dites, parce que vous dites il y a des super profits, il y a des profiteurs de cette crise qui font les poches à la population, aux travailleurs, y compris aux plus petites entreprises, qui nous font payer finalement avec cette inflation dont ils profitent parce qu'ils augmentent leur marge. Ils nous font payer un impôt caché en fait, qui ne dit pas son nom, mais c'est un impôt qu'on paye au travers de cette inflation, de ce mur-là de l'énergie. Donc vous dénoncez cela. Vous dénoncez le fait que les salaires ne suivent pas les prix, qu'il y a un pouvoir d'achat trop faible, qu'il y a des trop petits salaires, etc. Mais vous faites partie de la majorité. Alors qu'est-ce que vous faites Alors moi, ce que je dis aux travailleurs qui nous écoutent, c'est que voilà, les beaux discours, on en a. Et on en a aussi du côté de la majorité. Mais la réalité, c'est que les augmentations de salaire et les augmentations de salaire, juste pour préserver son pouvoir d'achat, c'est-à-dire les augmentations de salaire qui correspondent, qui couvrent le prix de l'inflation, il va falloir aller les chercher nous-mêmes. Les chercher nous-mêmes au travers des grèves, du rapport de force, parce qu'en fait, il n'y a rien qui viendra du côté du gouvernement. Du côté du gouvernement, il y aura des coûts sur les retraites, un recul sur nos droits. Voilà. Donc, merci. Philippe Vigier, vous répondez. Là où Madame Artaud vite fait, parce que c'est 56. Oui. En place plein de dispositifs, plein de boucliers. Mais ses amis, la NUPES, les Insoumis et le Rassemblement National, il n'y en a pas un qui a voté tous les dispositifs. On a mis plein d'outils. Savez-vous combien on a injecté? Vous n'avez même pas voté l'indexation des salaires sur les prix. L'indexation des salaires sur les prix, c'est le minimum. C'est la base. Vos amis politiques n'ont jamais voté le moindre des dispositifs que nous avons mis en place depuis plusieurs années. Attention, jamais. Ce ne sont pas les amis politiques. On les connaît, on sait qu'il y a des connivences fortes. Un petit peu, on le reconnaît quand même. Non, c'est un facteur d'objectivité. Je suis en train de parler quand même un membre de la majorité qui a refusé, qui a expliqué qu'il ne fallait pas indexer les salaires sur les prix. Pour les Français, il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les Français. Il n'y a pas d'indexation de salaire sur les prix. On ne demande pas la manche. Et je vous rappelle que le SMIC est indexé sur l'inflation. Enfin, je me permets, vous le savez parfaitement. Bien, merci. 11h57. Merci d'être venus nous voir tous les trois. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. Allez, nous allons juste après les infos appeler François Omril, qui est le président de la CFE-CGC. Il était dans le bureau d'Elisabeth Borne il y a moins d'une heure. À tout de suite. Merci. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Merci d'être avec nous. Allez, nous allons tout de suite regarder l'actualité, écouter l'actualité, vivre l'actualité. Vous êtes sur Sud Radio, c'est pas compliqué. La rencontre avec Elisabeth Borne a duré moins d'une heure entre les syndicats et Elisabeth Borne ce matin. Eh bien, nous avons un invité qui était dans le bureau d'Elisabeth Borne. C'est François Omril, le président de la CFE-CGC. François Omril, bonjour. Bonjour. Ça a duré combien de temps, François Omril ? Vous l'avez dit, ça a duré 1 heure. Vous êtes bien informé, visiblement. 1 heure. Vous êtes entré dans le bureau. C'est Elisabeth Borne qui a pris la parole en premier ? Oui, alors c'était pas le petit bureau, bien sûr. C'était la salle de réunion, puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes. Mais elle a pris la parole, bien entendu, pour essayer de remettre en contexte. Le contexte, vous le connaissez. Il y a une opération de
de saute-mouton. Hein. Tout le monde l'a bien compris, l'a bien décodé. Il s'agit de petit à petit habituer l'opinion à cette idée que la réforme des retraites c'est passé, c'est du passé, il faut passer à autre chose, il faut se remotiver, se remobiliser, etc. Bon, nous, on n'a pas mordu à l'hameçon. Hein. Voilà, oui. On a dit les choses. On a dit, écoutez, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de retirer la réforme. Parce qu'elle n'est Vous avez dit ça au bout de... Les 64 ans sont arrivés sur la table au bout de combien de temps ? En fait, elle a fait une introduction, Madame la Première ministre, relativement courte, et ensuite chacun à notre tour, nous étions 8 organisations représentées, c'est l'intersyndicale, eh bien on lui a en quelques minutes, 3, 4, 5 minutes, c'est selon, redit les raisons pour lesquelles nous étions opposés à cette réforme, qui sont des raisons pour une nature assez objective en fait. On lui a redit que nous représentions des millions de personnes qui sont mobilisées depuis 2 mois et demi de façon extrêmement massive et visible contre cette réforme et que nous n'avions qu'une seule chose à lui demander, c'est de retirer le projet. Voilà, vous lui avez dit, nous, et là, quelle a été la réponse ? Écoutez, c'est un peu gênant parce que, effectivement, Madame la Première ministre, Elisabeth Borne, n'a pas le mandat pour nous répondre positivement. Moi, je sens, c'est personnel, hein, qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour qu'elle réponde à sa volonté à elle, qui serait de dire « Ok, j'ai compris, je retire ». Je suis raisonnable, je suis responsable. Vous voulez dire, attendez François Omril, c'est très important, vous voulez dire que vous avez senti qu'Elisabeth Borne était plutôt favorable à un retrait ou peut-être à une solution de discussion après le retrait, mais que au-dessus d'elle, il n'y avait pas cette volonté. C'est mon sentiment personnel, oui, je connais Elisabeth Borne depuis un certain temps, j'ai l'habitude de travailler avec elle. Mon sentiment personnel, c'est pas une information en tant que telle, et qu'elle est probablement, très sensible à cet esprit de raison qu'elle a, je crois, sincèrement, qui est de dire, effectivement, il n'y a pas d'autre option que de retirer la réforme, mais très clairement, elle n'a pas le mandat pour ça. Elle a un ordre de l'Élysée qui est de ne rien lâcher sur le sujet. Voilà. D'ailleurs, elle a déclaré après la réunion, j'ai entendu les désaccords. Oui, alors moi je veux bien, mais il arrive un moment où entendre le désaccord, c'est un peu insuffisant pour qualifier l'état de crispation dans lequel on est, parce qu'on n'est plus vraiment sur un désaccord. On est sur un projet de réforme qui a été démonté par partie, comme on dit, il n'existe plus rien à l'appui de la justification de cette réforme, tant dans ses motivations que son impact. Nous, on a démontré que cette réforme non seulement ne servait à rien, mais qu'en plus qu'elle allait probablement coûter plus cher que ce qu'elle n'allait rapporter. Donc on est dans la pure idéologie, dans la continuation de la violence institutionnelle qu'on a dû subir, qui est d'imposer aux Français une réforme dont ils ne veulent pas. François Omril, dernière chose, j'avais tout à l'heure sur le plateau Philippe Vigier, qui est député MoDem, qui est membre de la majorité, et qui rappelait la proposition que faisait le MoDem d'une médiation. On suspend la réforme et on engage une médiation. Vous êtes d'accord? Vous seriez d'accord ou pas? Moi, je trouve que l'idée, elle n'est pas mauvaise. Parce que, si vous voulez, moi, je suis très sensible au fait qu'on n'arrête pas de nous répéter, écoutez, gouvernement, la réforme est nécessaire. Et moi, je vais vous dire que moi, je ne le supporte pas, ça. Moi, je représente des gens qui pilotent des centrales nucléaires, qui construisent des hélicoptères, qui sont des techniciens, des agents de maîtrise, des cadres de haut niveau. Et nous, on est capable d'analyser les chiffres, tout autant capable que n'importe quel conseiller de Matignon, d'importe quel ministère. Et moi, je suis fatigué d'entendre des gens nous prendre de haut avec cet argument d'autorité qui est de dire cette réforme est nécessaire, etc. Blablabla. En fait, non, tout ça c'est du blabla. Nous, les chiffres, on les connaît, on les manipule, on est en responsabilité dans les organismes qu'on gère. Et en fait, on supporte plus cet argument d'autorité. Et pour le coup, se remettre entre les mains de gens qui seraient des autorités, mais des vraies autorités scientifiques sur le sujet, ce serait pas inintéressant parce que pour le coup, l'argument du gouvernement de prétendre contre nous, contre l'évidence que cette réforme est nécessaire, moi je pense serait assez facilement démonté. Bien, merci beaucoup François Omril, merci d'avoir été avec nous. Donc
vous êtes, pourquoi pas une médiation? Vous dites pourquoi pas? Il est 12h13, vous êtes sur Sud Radio, vous voyez, nous vivons l'actualité en direct, c'est très intéressant ce que vous entendez. Peut-être qu'il va y avoir une petite évolution, je ne sais pas, nous allons voir. Nous allons voir. Pendant ce temps-là, le président de la République est en Chine. Donc, c'est pas de Chine qu'il va tout de suite apporter une réponse. Il est 12h13, demain, mobilisation, grève. 12h13, vous êtes sur Sud Radio. Allez, nous allons essayer de comprendre et d'expliquer quels sont les chefs d'inculpation concernant Donald Trump. 34 chefs d'inculpation. Une justice politique, ça a été sa réplique hier soir. Nous en parlons dans 2 minutes. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h17. Revenons sur les inculpations de Donald Trump. Donald Trump est visé par 34 chefs d'accusation. Nous allons en parler avec Jean-Claude Beaujour, qui est avocat, président du Forum transatlantique. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors jusque-là, on ne savait pas trop ce que l'on reprochait, ce que la justice américaine reprochait à Donald Trump. Maintenant, on le sait, il est inculpé officiellement sous la menace d'un procès pénal. Il est libre, sans contrôle judiciaire. Il a plaidé non coupable. Il a réagi en disant « c'est une insulte à la nation, une chasse aux sorcières, une justice politique ». 34 chefs d'inculpation. Vous avez regardé de près. Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré « la loi est la même pour tous ». Vous avez regardé de près, Jean-Claude Beaujour, quels sont les principaux chefs d'inculpation? Alors, le principal élément n'a pas changé. On a toujours dit que Trump était poursuivi pour avoir, et j'insiste là-dessus, non pas passé un accord avec cette jeune femme, et il n'y a pas de dimension morale, mais pour avoir fait financer le paiement de cet accord avec de l'argent de campagne électorale. Et ça, c'est interdit. C'est interdit aux États-Unis, c'est interdit aussi en France. Oui. Et c'est pour cela qu'il est poursuivi. Alors après, à l'intérieur de cette interdiction générale, donc on pourra dire ces violations de la loi sur le financement de campagne, il y a de fait un certain nombre de, j'ai envie de dire, de déclinés dans les infractions qui sont commises, parce que forcément, il y a eu maquillage de documents d'entreprise, de la comptabilité de l'entreprise, puisqu'évidemment, il y a eu un montage. Il n'a pas juste dit, bon ben voilà, je te donne ça. Il a fallu, par exemple, c'est son avocat Michael Cohen, qui est un témoin dans l'affaire et qui se retourne maintenant contre son ex-client Donald Trump. Michael Cohen a fait une fausse facture d'honoraires puisqu'il n'a pas pour payer Stormy Daniels. Il a fait une fausse facture. Si je consulte pour vous, je mettrai consultation juridique, mais je peux pas payer vos transactions diverses et variées. Donc voilà. Donc c'est pour qu'on comprenne bien. Il y a tout un décliné. Il y a qu'un élément qu'il faut que un élément intéressant à la fin des 33 premières chefs d'inculpation, il y a le mot complot qui apparaît. Ah. Le mot complot, alors pour que nos auditeurs comprennent bien, il faut plus l'entendre comme complicité, parce que du fait de ce montage, il a utilisé des intermédiaires forcément. Oui. Donc c'est le mot complicité, c'est pas complot au sens terroriste du terme. Donc voilà, on est vraiment sur du financement illégal de campagne, on est sur la violation d'un certain nombre de règles en droit des sociétés, en droit bancaire. D'ailleurs, le procureur a bien dit 2 choses. Il a dit à la fois la place financière de New York est une place mondiale et qu'à ce titre, il avait l'obligation de faire respecter la loi. Je cite à peu près de mémoire les propos du procureur. Le procureur a aussi dit, parce qu'il a anticipé un certain nombre d'attaques ou a répondu à des attaques déjà formulées à son égard, que ça fait 24 ans qu'il fait ça, il connaît son dossier et qu'il avait des éléments nouveaux. Donc on verra avec dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, il a indiqué qu'il avait des témoins, il avait des éléments nouveaux dans le dossier. Ah, ça, c'est important. C'est important. Parce que quelles sont les étapes suivantes maintenant? Alors, les étapes suivantes, vous avez vu Donald Trump est, alors formellement, il a été arrêté et, entre guillemets, remis en liberté parce qu'il n'y avait pas d'infraction. Ça n'est pas, on parle du mot crime parce que c'est le mot en anglais qui est employé, mais c'est pas un crime au sens où nous l'entendons dans notre système. Il a été remis en liberté. Il a, de mémoire, et on lui a pas retiré son passeport, il n'y a pas de limitation, pas de
le note, etc. Il n'est pas sous contrôle judiciaire. Il n'est pas sous contrôle judiciaire. Donc sa liberté d'aller et venir est intacte. Garantie. La prochaine étape devrait être, ça sera une audience intermédiaire le 4 décembre pour un procès qui pourrait commencer en janvier 2024. Cependant, tout au long la procédure est un petit peu plus souple que, mais dans ces cas-là, c'est toujours un peu souple. Il peut y avoir des accords, c'est-à-dire que les avocats de la défense, évidemment, vont mener une bataille, mais ce qu'il y a de tout à fait normal quand on est dans son rôle d'avocat, bataille judiciaire sur le plan de la procédure, bataille aussi politique parce que Donald Trump est candidat à la présidence des États-Unis et donc aux primaires. Donc il va devoir faire campagne. Et ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, nous, c'est quelque chose en France qui nous échappe complètement, c'est qu'un procès aux États-Unis, il ne dure pas 24 heures. Il ne durera pas 24 heures. Ça ne sera pas 24 heures ou 3 jours ou une semaine au grand maximum. On peut être sur un procès qui peut durer plusieurs semaines parce que ce qu'on appelle l'instruction qui se fait souvent chez nous avant par le parquet, etc., se fait pendant l'audience. Donc vous emmenez vos témoins, vous interrogez les témoins, vous devez sélectionner les jurés, ça peut prendre plusieurs jours, voire une bonne semaine, vous devez emmener vos témoins, les témoins doivent déposer, ils peuvent être cross-examinés, donc challengés par la défense. Donc vous voyez, c'est un procès qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et donc les avocats vont probablement essayer de choisir le bon timing pour eux. Alors, il y a cette affaire et il y a les autres affaires. Absolument. Parce que Trump... Alors, paradoxalement, est confronté à la justice à plusieurs reprises. Alors, paradoxalement, je précise quand même une chose, c'est qu'il est présumé innocent, jusqu'à ce que le tribunal le reconnaisse coupable. C'est vrai qu'il y a 2 dossiers qui sont particulièrement épineux, parce que l'histoire, c'est que cette affaire n'est pas la plus épineuse. J'ai presque envie de dire, c'est 130 000 euros. Alors, pardonnez-moi, mais c'est rien par rapport au coût d'une campagne présidentielle américaine. C'est 130 000 euros. C'est au maximum du maximum. S'il était multirécidiviste, il risquerait peut-être 4 ans, il risquerait 4 ans de prison. Donc, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'affaire de la Géorgie, où il a essayé, et on se souvient des communications, où plus ou moins, et il faut que nous soyons prudents, il dit au secrétaire d'État de Géorgie, qui gère la campagne électorale, en tout cas les opérations de scrutin, trouvez les 11 000 voix, parce que vous voyez bien qu'il manque 11 000 voix. Il insiste, et ça, en revanche, c'est une infraction beaucoup plus lourde, parce qu'il a voulu truquer le résultat de l'élection présidentielle. Absolument. Je veux dire, s'il était reconnu que ses propos visaient à convaincre le secrétaire d'État de modifier les résultats du scrutin, là, ça serait une affaire plus sérieuse. Et puis, il a d'autres affaires, évidemment, qui sont plus embêtantes, des histoires financières, des histoires fiscales. Et donc là aussi, il a tout ça un petit peu qui lui pend au nez. Alors, Jean-Claude Beaujour, pour terminer, dites-nous, Félix Mathieu, j'ai vu aussi que Stormy Daniels, l'ancienne star du X, qui aurait eu une relation d'une nuit avec Donald Trump, a été condamnée à verser 121 000 $ à Donald Trump, aux avocats de Donald Trump, c'est ça ? Oui, dans la même affaire, l'ancienne star du X a été condamnée. C'est les suites des poursuites pénales en diffamation qu'elle avait engagées contre Donald Trump et qui se sont finalement retournées contre elle. Pour rappel, dans un tweet, Donald Trump avait qualifié d'escroquerie totale ses propos de Stormy Daniels. Elle affirmait avoir été menacée dans un parking par des hommes qui lui enjoignaient de garder le silence sur sa relation passée avec le candidat républicain. Après ce tweet, l'ancienne star du X avait donc porté plainte en diffamation contre Donald Trump, mais elle avait été déboutée au nom, en gros, de la liberté d'expression. Après quoi, Donald Trump s'était retourné contre elle pour le remboursement des frais d'avocat, 121 000 $, montant excessif selon les avocats de Stormy Daniels, mais pour le tribunal de Los Angeles, donc, c'est bien le prix des 183 heures de travail des avocats de Donald Trump. C'est extraordinaire, quand même. Oui, mais ça, alors, je vais vous dire, ça n'est pas surprenant, parce qu'il est, tout d'abord, le coût des avocats, vous savez, on se plaint beaucoup des avocats français, mais le coût des avocats américains et anglais... Ça vous fait rêver, ça
vous savez, c'est presque prohibitif, oui. Mais c'est considérable, effectivement. Et puis, il est parfois d'usage de demander, ça existe aussi un peu, nous avons un peu cela dans notre droit, on parle de l'article 700 du Code de procédure civile, vous pouvez demander à l'autre partie de couvrir une partie de vos frais de conseil, et le juge accepte. Donc, mais les juges français sont beaucoup plus modérés. Lorsqu'on a 120 000 $, c'est vraiment parce qu'il y a une très grosse affaire au titre de l'article 700. Mais ça n'est pas surprenant, c'est quelque chose d'assez habituel. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour. Merci à vous pour votre invitation. Sûrement, c'est important d'expliquer plutôt que de prévoir ou d'essayer de faire de l'information... Je dirais un peu prédictive. Et puis nous en saurons plus dans les semaines parce que nous aurons des éléments qui sortiront les éléments, toujours les éléments, les faits. Merci à vous. Merci à vous. Il est 12h27, c'est l'heure d'André Berkoff.